Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, M. Edouard Ouedraogo, directeur de publication du doyen des quotidiens burkinabé, l'Observateur Palga. Bonsoir, M. Ouedraogo. Bonsoir, Emmanuel. Et vous êtes également considéré comme le doyen de la presse burkinabé. Merci pour votre disponibilité. Alors, après vos études à Ouaga Sud et à Kolognaba, de 1951 à 1958, vous entamez des études secondaires qui vont vous conduire au cours normal Antoine Roche de Wayugia de 1958 à 1962, l'école normale de Dabou de 1962 à 1963, l'école normale de Ouagadougou de 1963 à 1965. Et vous obtenez votre baccalauréat série sciences expérimentales. Alors, M. Ouedraogo, on a envie de savoir, pour nous autres, la jeune génération, à quoi correspond cette série sciences expérimentales? Bon, merci de votre invitation et surtout merci pour vos compliments qu'on ne refuse pas. Ce sont des grâces d'être appelé doyen par-ci, doyen par-là. Mais à la vérité, je dois quand même dire que même au niveau de la presse, l'Observateur n'est pas le doyen des quotidiens parce qu'il y a eu d'abord Kibari. Mais nous sommes doyens en ce qui concerne le format parce que nous avons été quand même le premier quotidien imprimé et illustré par la photo. Pour ce qui est maintenant de décanant de la presse, il y a quand même Roger Nikiema qui est toujours là, qui est de 5 années mon aîné. Donc, quand il est là, moi je m'éclipse et je me contente du titre de vice-doyen. Okay. Maintenant, pour répondre à votre question, la série expérimentale à l'époque correspondrait aujourd'hui à la série D, la série la plus équilibrée. Mais à notre époque, il faut dire quand même que une discipline comme la philosophie était privilégiée. C'était le plus fort coefficient. Et une série scientifique avec la philo comme comme c'était le plus fort coefficient parce que, vous voyez, bon, l'école française, il visait en tout cas à former surtout des têtes bien faites. Vous ne pouvez pas avoir une tête bien faite si vous n'avez pas appris d'abord à réfléchir. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il disait, quelle que soit la discipline et le métier auquel vous vous destinez, il faut que, par exemple, au point de vue de la réflexion, l'esprit critique, l'ouverture intellectuelle, vous soyez vraiment très bien armé. C'est pour ça que la philo était le coefficient le plus fort. Bon, sans vouloir fanfaronner, moi j'ai eu 17 en philo. Je revois encore le sujet. C'était un sujet tiré de Bergson. Donc j'étais presque sûr de passer dès le premier tour. Ouais. Dès le premier tour, compte tenu de ma note en philosophie. Même si évidemment en maths, je crois que c'était vraiment limite. Mais vous voyez, c'était aussi la logique de l'époque. Ok. Alors, M. Ouedraogo, après donc, ce bac série expérimentale, vous faites le choix des lettres modernes. Nous sommes donc en 1965. Vous passez par le Centre d'études supérieures de Ouagadougou, de 65 à 66, l'Université de Dakar, l'Université de Dijon, et vous obtenez votre diplôme de maîtrise en lettres modernes. D'abord, à cette époque, quelles étaient les possibilités qui s'offraient à vous pour les études supérieures? Je dois dire qu'en ce qui me concerne, je n'avais pas le choix. Parce que nous étions des boursiers de l'école normale supérieure qui avaient été ouvertes pour d'abord former des instituteurs sur titre, c'est-à-dire des instituteurs bacheliers. Chemin faisant, on a décidé, dans le cadre de l'africanisation des cadres, de donner la bourse pour des études plus loin, c'est-à-dire à Dakar, puis à Dijon, à ceux-là qui auraient réussi du coup ce qu'on appelait à l'époque le CELG, certificat d'études littéraires générales, ou si vous voulez, la propédeutique. Bon, donc j'ai eu la chance d'être admis avec pas mal d'autres et on nous a orientés naturellement vers l'enseignement. Et pour l'enseignement, je n'avais vraiment pas le choix, je n'avais pas de disposition pour faire une série, des études scientifiques. Il ne restait pour moi que les études littéraires et je peux dire, la directrice de l'école normale supérieure m'a plutôt conseillé d'aller faire lettres modernes.
Mais est-ce que si vous aviez la possibilité de choisir, est-ce que vous auriez choisi autre chose? J'aurais fait droit. Ou alors, si je restais dans les lettres, j'aurais fait peut-être histoire géo. Parce que j'étais vraiment un fan de l'histoire. Pas l'histoire événementielle, non, mais l'histoire selon la conception de Braudel, c'est-à-dire vraiment l'histoire analytique, qui essaie de comprendre les grands mouvements, le pourquoi du comment, en fait, les relations de cause à effet qu'il y a entre les grands événements qui font la marche des nations. Mais bon, j'avais été aussi poussé vers les lettres modernes par un de nos professeurs du secondaire, M. Feu Bakary Koulibaly, qui avait dit, mais tu vas faire lettres modernes et ça te donne la possibilité d'aller faire un doctorat par la suite en linguistique. Parce qu'à l'époque, effectivement, la linguistique était aussi la science de l'avenir. Okay. Bon, donc voilà. Donc vous ne vous voyez pas du tout enseignant? Non, mais quand nous avons fini la maîtrise, on nous a fait venir d'autorité parce que justement, il fallait que les nationaux rentrent pour prendre la relève de l'assistance technique qui était presque à 90% à tous les postes de l'enseignement secondaire au Burkina Faso, en Haute-Volta alors. Alors donc vous entamez votre carrière professionnelle par l'enseignement, vous dites que vous êtes revenu donc d'autorité, professeur des lycées et collèges, 1969-70 au lycée technique de Ouagadougou et au Prytanée militaire du Kadiogo, et ensuite le lycée municipal de Ouagadougou de 71 à 72. Et juste après, on peut dire que c'est le tournant de votre vie. En tout cas, vous cofondez donc ce quotidien privé qui est imprimé au Burkina Faso, qui est le tout premier donc imprimé au Burkina et en Afrique de l'Ouest francophone. L'Observateur, c'était le 28 mai 1973. Déjà, est-ce qu'on peut dire que l'enseignement était juste un accident de parcours? Non, bah, ce n'était pas un accident de parcours. Bon, c'était aussi d'abord une voie à laquelle nous étions déjà, par l'engagement décennal auquel nous avions souscrit et qui nous avait donné quand même des facilités. Parce que grâce à cet engagement-là, dès l'école normale supérieure, nous avions à l'époque une bourse de 30 000 francs. Ce qui était une fortune à l'époque. C'était une fortune à l'époque. Et ensuite, bon, j'ai été quand même responsable aussi de l'Union générale des étudiants voltaïques, à Ouaga d'abord, parce que nous avons fondé l'AEVO, ensuite à Dakar, où j'ai été secrétaire général de l'ASV. En France, non, mais je militais quand même et je savais que nous nous donnions comme obligation, effectivement, de travailler à prendre la relève de l'assistance technique en Haute-Volta. Donc, qu'on le veuille ou non, il fallait effectivement rentrer et enseigner. Et c'était peut-être pas, je n'avais pas la vocation comme ça, pas plus qu'un autre. Mais une fois que je m'y suis lancé, je pense que c'est vraiment un sacerdoce. Et je continue aujourd'hui de considérer que mon métier d'enseignant et mon métier de journaliste se complètent. Alors donc, deux métiers qui se complètent. Donc vous êtes passé juste à l'enseignement pendant 3 ans, avant donc la création du quotidien L'Observateur. D'où vous est venue cette idée, qu'on pouvait peut-être considérer comme folle à l'époque? Voilà, de vous lancer comme ça aurait été plus facile d'ouvrir un établissement ou peut-être une boutique de commerce. Voilà, d'où vous est venue cette idée, voilà, de jouer les pionniers dans un domaine voilà, aussi sensible. Et effectivement, vous avez raison. Pour l'époque, la mode, c'était surtout l'ouverture des écoles privées. Et moi, j'étais enseignant de lettres et mon épouse était enseignant en sciences comment on appelle ça aujourd'hui? La vie et de la terre. Sciences de la vie et de la terre. À l'époque, c'était les sciences naturelles. Donc, on se complétait. Effectivement, bon, on aurait pu ouvrir un établissement secondaire et peut-être il n'y a pas de raison que ça n'ait pas marché. Mais voilà que, chemin faisant, moi, j'avais un grand frère qui avait déjà réussi dans les affaires. Et vous savez, les grands frères inspirent aussi les petits frères.
bon, je me suis dit, bon, peut-être que je ne vais pas faire de vieux os dans l'enseignement. Et je voulais ouvrir une grande librairie à Ouagadougou où on trouverait tout. Parce que quand je suis rentré, je me suis rendu compte qu'en fait, en matière de librairie, il n'y avait vraiment que la librairie Les Presses africaines, c'est-à-dire la librairie qui continue de fonctionner aujourd'hui. Mais c'était vraiment la seule librairie respectable. Et moi, j'avais été séduit en France, quand j'étais là-bas, par l'exemple de la FNAC, la Fédération nationale d'achat des cadres, qui permettait aux intellectuels d'avoir des livres à des prix vraiment discountés, c'est-à-dire des prix de gros. Et je me disais, mais pourquoi ne pas faire la même chose à Ouagadougou pour inciter justement les gens à la lecture, vendre des livres pédagogiques aussi au profit des élèves à des prix vraiment, disons, hors de prix, accessibles défiant toute concurrence. Donc voilà, bon, j'avais l'intention de me lancer aussi un peu dans les affaires, mais en gardant toujours le pied dans ma vocation initiale d'enseignant. Et voilà qu'en 1972, il y a eu un problème de lotissement. Un lotissement sauvage qui a compromis notre concession familiale dans le quartier Nonsin. Bon, on a intenté une action en référé contre la mairie et on a eu raison. L'action a été intentée par mon grand frère Martial. On a eu raison. La chambre administrative de la Cour suprême a condamné la mairie. Mais malgré tout, la mairie en a fait à sa tête et a continué dans l'arbitraire. Non seulement elle a continué dans l'arbitraire, mais bon, il y a eu une cabale qui a été organisée à travers la ville, une cabale de désinformation stigmatisant notre famille. Et c'est là que nous nous sommes rendus compte que finalement, dans un État où il n'y a pas de contre-pouvoir, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de droits de l'homme, il n'y avait pas de société civile capable d'arrêter ce genre de choses-là. C'était la toute-puissance. Voilà, la toute-puissance, l'État tout-puissant. Vous pouvez avoir raison, être piétiné, non seulement piétiné, mais même diffamé et stigmatisé. Donc on s'est dit, mais tout ça, c'est certainement parce qu'il n'y a pas un espace d'expression permettant à ceux justement qui font face à l'arbitraire de l'État de pouvoir se défendre. La voix des sans-voix, comme on dit. La voix des sans-voix. Et c'est comme ça que l'idée de créer le journal a été lancée, dans la mesure où, au moins, la situation, le droit positif de l'époque, c'est-à-dire le droit qui était applicable à Ouagadougou, permettait que celui qui veut crée un journal. C'est comme ça qu'il y avait déjà des journaux comme le Kibaré, voilà, comme le Soleil de Haute-Volta. Mais nous avons lancé ce journal-là. Et la différence avec ceux que je viens de citer, c'est que c'était vraiment un journal un peu plus professionnel, dans la mesure où il était imprimé et illustré par la photo. Alors, est-ce que le climat, justement, politique, à cette époque-là, parce que, bon, une chose est de créer l'organe, mais une chose aussi est de pouvoir jouir de cette liberté d'expression. Est-ce que vous n'aviez pas de crainte à ce niveau? Bon, il y a eu des problèmes, certainement. Nous avons été saisis plusieurs fois. Et à l'époque, il n'y avait personne pour nous plaindre quand on était saisis. Il n'y avait pas Reporters sans frontières, il n'y avait pas Ligue voltaïque pour la liberté, la défense de la liberté de la presse. On était laissés à nous-mêmes. Mais nous avons rendu d'énormes services à la démocratie dans ce pays-là. Parce qu'à partir du moment où l'Observateur a été créé, eh bien, c'était devenu l'espace d'expression pour tout le monde. Tout le monde. Même l'État, qui voyait les activités, les manifestations institutionnelles médiatisées gratuitement, mais surtout l'opposition politique, les syndicats, les étudiants, tout le monde. Il faut dire que c'était une époque quand même où le Burkina faisait figure de pays modèle. Nous étions sous la Mizana, oui, avec donc une ouverture qu'on ne voyait pas ailleurs. Oui, et ce que l'Observateur faisait était inédit dans tout l'espace francophone. Même au Sénégal, les Sénégalais qui se vantent souvent à raison d'être les pionniers,
nous les damions à l'époque, parce qu'à l'époque, même sous Senghor, il n'y avait pas un journal d'expression aussi libre qu'en Haute-Volta avec l'Observateur. Et comment vous fonctionniez? On a envie de savoir, parce qu'à l'époque, on n'était pas certainement avec des outils modernes comme aujourd'hui, sophistiqués. Comment fonctionnait l'Observateur? Sur le plan de la production, la fabrication, nous bricolions. Ça, il faut dire la vérité, nous bricolions. Si vous prenez le journal de l'époque, vous voyez aujourd'hui, vous savez qu'on bricolait. Bon, sur le plan financier, il faut dire vraiment que ce sont les sociétés de mon grand frère qui ont soutenu ce journal-là à bout de bras. Parce que pendant en tout cas les 5 premières années, c'était comme ça. Mais à partir de... Il n'y avait pas d'annonceurs, vous voulez dire? Oh, les annonceurs, c'est vraiment... Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, les annonces entraient peut-être pour 10, maximum 20% dans les recettes du journal. Alors que ça devrait être totalement le contraire. Mais à partir de la Troisième République, c'est-à-dire à partir de 1978 jusqu'en 1980, je peux dire que le compte d'exploitation du journal avait commencé à être intéressant. À telle enseigne que nous nous sommes même permis, nous avons payé le luxe en 1978 d'aller à la SICA et de sortir une voiture, un véhicule neuf. C'était un véhicule modeste, c'était une 304, mais il fallait quand même le faire. Mais à cette époque, avec ces débuts compliqués, est-ce que vous n'avez pas à un temps voulu renoncer, peut-être regretter le confort de votre salaire à la fin du mois, salaire d'enseignant? En tout cas, j'avoue qu'on est passé par des phases de doute. Mais je dis qu'il y avait quand même derrière nous un groupe qui faisait face à un certain nombre, aux difficultés que nous pouvions rencontrer. On arrivait à nous payer régulièrement. Moi, j'ai conservé pendant 10 ans le même salaire auquel j'aurais pu prétendre si j'étais resté à la fonction publique. Mais c'est l'esprit de famille qui a prévalu. Quand ça n'allait pas, bon, le grand frère venait, mais moi aussi je travaillais à sauvegarder sa réputation, parce qu'il avait la réputation de réussir dans tout ce qu'il fait. Il avait fait les allumettes, les charrettes et pas mal d'autres activités. Je me suis dit, il ne faut pas que ce soit par là que les mauvais exemples qu'il va trébucher. Alors, à l'époque, parlez-nous un peu du lectorat également, parce que pour qu'un journal prospère, il faut forcément avoir quand même un lectorat assez large, alors qu'à l'époque, tout le monde n'était pas allé à l'école. Peut-être que c'était... Nous avions vu assez grand quand on a commencé. On se disait, bon, on tire à 1000 par jour, vendu à 25 francs. Mais on a déchanté tout de suite parce que nous atteignons à peine les 500 exemplaires de vendus par jour. Donc on bouillonnait, on faisait beaucoup de bouillon. Bon, mais il a fallu quand même continuer. Et je vous dis, à partir de la Troisième République, le pluralisme politique, bon, nous sommes montés facilement, rapidement à 3000. À 3000 et à 75 francs, ça commençait à être intéressant. Et la publicité a commencé à venir, à nous inonder même. Mais à partir de ce moment, effectivement, c'était devenu très intéressant. Malheureusement, ça a duré 2 années, puisque dès le 25 novembre 1980, il y a eu encore un coup d'État. Oui. Et on est retombé dans un régime militaire, donc, qui n'est pas du tout propice au pluralisme, donc à l'attractivité, à la prospérité d'un journal. Alors le journal traverse ainsi les régimes, voilà, depuis le président Sangoulé Lamizana, le président César Herbo, Jean-Baptiste Ouédraogo, puis arrive la Révolution, 1983. On peut dire que c'était la période la plus difficile, puisque dans la nuit du 10 au 11 juin 1984, c'est la catastrophe, l'observateur est ravagé par les flammes, tout s'arrête. Alors racontez-nous cet épisode douloureux. Bon, voilà, je pense que quand la Révolution est arrivée, il y a eu beaucoup
de débat. Je sais qu'à un moment donné, il y a, au niveau dans la logique révolutionnaire, bien que la plupart de ces révolutionnaires avaient utilisé nos colonnes pour véhiculer à l'époque leur idéologie anti-impérialiste, la propagande sur la révolution démocratique et populaire, etc., etc. Je crois qu'une fois que la révolution s'est installée, il y a une partie des révolutionnaires qui ont dit « ce journal a fini de jouer son rôle historique. Et il n'a plus de raison d'être dans un système où finalement il n'y a plus qu'une seule idéologie qui prévaille, c'est l'idéologie révolutionnaire. » Or, nous savons que ces gens-là, ils ne sont pas de cette idéologie. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'il faut, d'autorité, prendre un décret les supprimant? Bon, il y en a qui ont dit, au cours des veillées débats, si nous faisons ça, c'est contre-productif pour la révolution. Parce qu'on avait d'abord commencé dès les premières années, les premiers moments de la révolution, l'État, ils ont décidé de désabonner tous les services de l'État, sauf la présidence et le ministère des Affaires étrangères. Sinon, le reste, là, il y a eu un arrêté du ministre des Finances. Et vous avez perdu une bonne partie. Donc, on a perdu une bonne partie des abonnements. Ensuite, la conséquence, c'est que même les annonceurs, s'ils se rendent compte que l'État se désabonne, ça veut dire que ce journal est à l'index. Et sous un régime comme la révolution que nous avons connue, ben, chacun se disait, ben, ces gens-là, on fait attention. Donc, la manne publicitaire a commencé à se tarir. Malgré tout, bon, ensuite, Sidoya est né. Mais Sidoya est né, bon, on a pensé que le Sidoya donnerait vraiment la réplique à l'observateur. Mais bien au contraire, l'observateur était devenu maintenant, plus que de par le passé, le refuge de ceux-là qui voulaient quand même avoir une information. Et puis un espace de liberté. Bon, donc, la solution trouvée a été l'incendie du journal dans la nuit du 10 au 11 juin. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus sage? Est-ce que vous étiez, par exemple, réactionnaire? Peut-être qu'il aurait été plus sage de rentrer dans les rangs. En faisant quoi? Non, c'était pas possible. Notre idéologie, à nous, c'était vraiment d'être ouvert à toutes les idées, à toutes les idéologies, justement, même celles qu'on ne partage pas. Nous estimons que non, il faut donner la parole à tout le monde. Exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui a été induit, ça je le dis vraiment sans fausse modestie, c'est nous qui avons donné le ton. Pour nous, le journalisme, c'est ça. C'est un organe, un peu comme aux États-Unis, vous avez les journaux, ils ont leur idéologie, qu'ils expriment souvent même à travers, dans le même journal, des éditoriaux, mais vous avez à côté des gens qui prennent totalement le contre-pied de ce qui est dit. C'est comme ça que nous avions compris le rôle de la presse. Mais est-ce qu'à cette époque-là, ayant adopté cette position, est-ce que vous ne vous attendiez pas, parce que bon, forcément, ça ne pouvait pas prospérer dans un régime comme... Moi, je connaissais, en tout cas, je connaissais assez bien Thomas Sankara. Il nous a même aidé quand il était commandant des commandos à Pau. Il a dit, bon, écoutez, moi, pourquoi vous n'envoyez pas le journal chez nous? On a dit, bon, on a des problèmes de dépositaire, de recouvrement, etc. Il a dit, envoyez le journal. Moi, je vais trouver quelqu'un pour le vendre et je me fais fort de vous renvoyer chaque fois le produit de la vente. Et il l'a fait, sans problème. Mais ça, c'était avant la Révolution. Donc, tout ce monde-là avait besoin d'un journal libre, comme l'Observateur, qui permettait justement de véhiculer leurs idées. Mais je ne pense pas qu'une fois la Révolution éclatée, nous étions là. Si la Révolution avait accepté que nous puissions être toujours ce journal libre auquel tout le monde peut venir exprimer ses idées, même celles qui sont contraires à la ligne de la Révolution, ça aurait pu marcher, pourquoi pas. Est-ce que personnellement, vous aviez des relations difficiles avec Thomas Sankara sous la Révolution? À partir du moment où la Révolution a éclaté, je dis que je ne l'ai pas rencontré une seule fois. Non.
Il n'y a pas eu de démarche, moi de ma part, ni non plus de la sienne. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé avec l'incendie du journal, est-ce que, à la lumière de tout cela, la révolution pour vous est un souvenir douloureux? Bon, moi j'essaie d'avoir un peu de la hauteur. Peut-être que c'était un passage obligé pour notre pays, parce que nous avions expérimenté on avait déjà expérimenté toutes les possibilités. On a eu le régime du parti unique, sous un parti unique de droite, sous Maurice Yameuro. Il y a eu ensuite un régime militaire, mais un régime militaire ouvert sous la Lamizana. Ensuite, un régime autoritariste sous Césaire-Beau. Ils avaient beaucoup d'idées, mais vraiment, il leur manquait quelque chose. Ils n'ont pas su conceptualiser leur redressement là. Et ce qui devait arriver est arrivé, alors que c'est le régime qui était là avec vraiment le plus grand crédit, en tout cas au niveau de la classe intellectuelle, le CMRPN. Mais les dirigeants du CMRPN n'ont pas su capitaliser ce crédit-là et ils ont été rattrapés par l'histoire. Voilà, donc je reviens sur ma question. Est-ce que c'est un souvenir douloureux pour vous, la Révolution? En tant qu'humainement, parce que j'ai connu cette année pleine de traversée du désert. À un moment donné, à Ouagadougou, j'en étais réduit à marcher à pied. Je ne dis pas que marcher à pied est un signe d'indigence, mais pour quelqu'un de mon âge et de mon niveau, j'étais vraiment, en tout cas matériellement, si je n'avais pas de parents derrière, peut-être que j'aurais franchi la frontière, parce qu'à un moment donné, il faut quand même faire bouillir la marmite du nouveau pouvoir, de laisser le journal reparaître. Jusqu'au 27 février 1989, oui, où le journal tente en tout cas de paraître et il est saisi. Puisque, sur le plan du droit, rien ne s'opposait à ce que le journal paraisse, mais on a voulu, les gens nous ont dit, pour éviter ce qui vous est arrivé, il ne faut quand même pas lancer le journal là comme ça sans en parler aux nouvelles autorités. Au début, je n'étais pas d'accord, mais on a tellement insisté qu'on a fini par en parler aux nouvelles autorités, et ils s'en sont saisis pour dire non, attendez. Attendre quoi? Attendre quoi? Attendre Mathusalem. Et c'est là d'attendre que nous avons lancé le journal en février 89. Je vous dis que ce jour-là, tout Ouagadougou a tremblé. Parce que les gens, l'observateur était le marqueur le plus sûr de la démocratie. Donc quand les gens ont vu le journal le 27 matin, c'était janvier, matin, dans les kiosques, ils se sont dit, ça c'est sûr maintenant, l'ouverture que Blaise a promise là, on a maintenant confiance. Ce journal-là est revenu et avec lui, la liberté. Malheureusement, on n'a pas voisé tôt, puisque... Est-ce que peut-être vous n'avez pas pris langue avec les autorités du Front populaire? Est-ce que, avec les nouvelles autorités, le climat ne s'est pas détendu par rapport à ce qui se passait? Mais normalement, on n'avait pas à prendre langue, dans la mesure où l'autorisation qui avait été donnée au journal, à l'Observateur, en 72, était toujours valable et n'avait jamais été dénoncée. Mais j'ai dit que nous avons quand même écrit une lettre au ministre de l'information à l'époque pour dire que nous allions reprendre la publication du journal. Alors finalement, c'est en 91 donc, que l'Observateur revient, passe à paraître, maintenant sous le nom de l'Observateur Palga, pour bien sûr obéir aux injonctions des autorités qui étaient de changer. Parce qu'on nous a dit, si vous voulez reparaître, parce qu'entre-temps, il y a un nouveau code qui est venu. Et le nouveau code dit que c'est un journal qui a cessé de paraître pendant au moins 1 an, est obligé de demander une autre autorisation. Il n'y avait pas d'autres journaux, ça visait un seul journal, c'était l'Observateur. Et nous avons donc demandé l'autorisation de reparaître, et ils ont dit, si vous voulez reparaître, il faut changer le nom
du journal. Bon, vous voyez, c'est comme on dit, pour parler grossièrement, c'était vraiment la force. Pourquoi changer le nom du journal? Nous tenions au nom l'Observateur parce que cela fait partie du capital incorporel de la maison. Bon, ben, on s'est dit, mais comme on ne peut pas faire autrement, on va mettre l'Observateur et un plus petit parlera. Le nouvel Observateur. C'est un autre nom. Okay. Bon, je crois que ça a passé parce qu'effectivement, entre-temps, le contexte international avait évolué. Il y avait eu la boule. On a dit à tous nos pays-là, démocratiser ou on ferme le robinet. Avec les institutions de Bretton Woods. Voilà, je crois que c'est ça. À partir de là, bon, ils ont dit, bon, on laisse passer. Alors donc, aujourd'hui, quand on regarde un peu l'histoire, vous êtes sans conteste l'un des plus grands témoins, disons, de l'histoire du Burkina Faso depuis les indépendances. Vous avez vu passer pratiquement tous les chefs d'État, leurs heures de gloire, mais aussi de déchéance. Arrêtons-nous un instant sur l'épisode de l'insurrection qui est venu donc stopper brutalement 27 années de pouvoir du président Blaise Compaoré. Tout était parti donc de 1987, bien sûr, avec le Front populaire. Vous en parlez dans votre œuvre, Heures et malheurs de la politique et du journalisme au Burkina Faso, quelles leçons. Déjà, vous parlez de similitudes entre ce qui est arrivé à Maurice Améogo et ce qui est arrivé à Blaise Compaoré, notamment donc la proximité de la famille, mais aussi donc l'entêtement. Bon, il y a effectivement des identités tellement remarquables entre les deux situations qu'on ne peut pas les ignorer. Effectivement, Blaise avait... S'il ne s'était pas entêté, il serait parti vraiment par la grande porte. La plus grande porte qui soit. Bon, Maurice Améogo aussi, s'il ne s'était pas entêté, il avait simplement accepté le 2 janvier de voir les syndicats, de recevoir les syndicalistes, peut-être que le cours de l'histoire aurait été changé. Mais son frère, Denis Améogo. Il y avait effectivement Denis Améogo, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Lui aussi, bon, il a tenu des propos. Bon, c'était un homme assez impulsif qui a déplu au syndicat et voilà, c'est parti. Bon, mais là, on dirait que la leçon des uns ne sert pas aux autres. Je regrette vraiment personnellement que Blaise Compaoré soit parti dans ces conditions-là. Parce que de toute façon, peut-être s'il avait accepté de laisser tomber cette affaire de modification, aujourd'hui, peut-être que, bon, il serait là vraiment comme une espèce de référence. Rappelez-vous un éditorial que nous avions fait le 29 mars 2010 et où nous préconisions que vraiment on vote une amnistie permettant à Blaise de sortir par la grande porte. Bon, malheureusement, cette amnistie a été votée, mais voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et alors, on considère également que vous étiez peut-être l'une des personnalités, en tout cas les plus écoutées, disons, par beaucoup de chefs d'État du Burkina Faso, notamment le président Blaise Compaoré. Est-ce que c'était déjà le cas? Non. Ça, c'est une légende. C'est une légende. Non. Moi, dans mon livre, j'ai donné le nombre de fois que j'ai vu Blaise Compaoré. On a dit que j'étais son conseiller. Et ça a commencé à courir au moment de l'affaire Norbert Zongo. Je ne sais pas pourquoi je n'étais pas son conseiller quand il a fait de très bonnes choses. Là, je n'étais pas son conseiller. C'est quand il a commencé à poser, ou du moins quand on a commencé à lui imputer certains actes, qu'on a trouvé que c'est Edouard Ouedraogo qui lui murmurait à l'oreille. Ce n'est pas possible. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Il ne m'a jamais sollicité pour être son conseiller. Donc, il ne m'a même pas donné, je crois que j'ai eu l'occasion de vous le dire ici, sur votre petit écran, il ne m'a même pas donné l'occasion de refuser en me faisant cette proposition-là. Donc, non, j'ai vu passer un certain nombre de choses. J'ai eu l'occasion, souvent, bon, la plupart des présidents, pas Maurice Améogo parce que j'étais encore au secondaire, bon, mais les autres présidents, en tout cas, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, sauf Thomas Sankara. Une seule fois, je l'ai rencontré quand il était président, c'était le 14 août
87, c'est-à-dire quelque temps avant sa chute. Alors on dit également de vous que vous êtes vous-même personnellement et puis votre journal très proche du clergé. Est-ce que ça également c'est une légende? Bon, moi je ne sais pas c'est un journal comme le nôtre qui a été là, qui a vu un certain nombre de choses et qui est dirigé par des gens. Bon, on ne peut quand même pas renier son passé. Moi, je ne peux pas renier que je suis le fils des tout premiers catéchistes de notre pays. Donc, je ne peux pas nier cette sensibilité-là. Mais je n'en suis pas esclave. Je n'en suis pas esclave. C'est pas possible. Mais les gens, souvent, c'est parce que nous sommes souvent au courant de pas mal de choses qui se passent au niveau de l'Église, etc., etc. Les gens oublient aussi que l'Église est une religion calendaire. Quand je dis une religion calendaire, si vous voyez la plupart des religions révélées là, c'est une religion qui a été beaucoup influencée par les Romains, leur organisation, leur manie des dates, leur manie des lieux. Donc tout est organisé. Ils ont même, l'Église catholique c'est la seule religion à avoir même ce qu'on appelle une doctrine sociale et qui a une journée nationale, une journée mondiale des moyens de communication sociale. Donc quand vous êtes au courant de tout ça, donc dès qu'ils ont des moyens de contact avec la presse, que peut-être les autres n'ont pas. Bon, résultat, nous, si je vais régulièrement à la messe, je suis plus informé de pas mal de choses. Je suis dans des CCP, je suis informé, etc., etc. Les autres n'ont pas cette organisation-là. Donc, je ne suis esclave d'aucune chapelle. J'ai une religion, mais je ne mêle pas du tout mes activités professionnelles avec mes convictions religieuses. Okay. Alors aujourd'hui, on assiste maintenant à la naissance effrénée, disons, des journaux, parce qu'il est devenu beaucoup plus facile de créer un journal aujourd'hui, dans un contexte où on assiste à l'explosion également du numérique. Aujourd'hui, avec cela, est-ce que vous croyez en l'avenir de la presse écrite? Il y a un chercheur américain, je crois, qui a prédit qu'en 2063, il n'y aura plus de journal papier. Bon, quand on suit ces démonstrations, il dit que si vous prenez un enfant qui naît aujourd'hui, d'ici une quarantaine d'années, ils seront tellement habitués aux tablettes et autres, voilà, que le support papier là, non, ça ne marchera plus. Je sais, ça vaut ce que ça vaut. Mais je sais seulement que chaque fois, l'histoire a montré que chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui se crée, on condamne à terme l'ancienne. Quand il y a eu le livre, bon, qu'est-ce qu'on n'a pas condamné? On a dit finalement, bon, un certain nombre de choses. On pensait même que, je dis plutôt, quand il y a eu la radio, on a dit le livre, c'est fini. L'imprimerie, c'est fini. Mais ensuite, quand il y a eu la télévision, on a dit la radio en sursis. Nous savons ce qu'il en est aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que cette prédiction-là se réalise. Je suis convaincu que quelle que soit l'évolution des nouvelles technologies de l'information, le dernier mot reviendra toujours à l'écrit. Parce que les gens vont se rendre compte que pour apprendre, pour retenir et pour se hisser à un certain niveau de culture, c'est quand même le support papier. Ok. Alors, avant d'évoquer les questions d'actualité, j'aimerais quand même avoir également votre lecture un peu de la pratique journalistique au Burkina Faso aujourd'hui. Le Burkina Faso qui est le bon élève, en tout cas en Afrique francophone, concernant la liberté d'expression, mais concernant la pratique même, le professionnalisme, est-ce que aujourd'hui vous pensez qu'on a une presse véritablement professionnelle avec des journalistes qui pratiquent le métier dans les règles de l'art? Là, je suis souvent, je reste sur ma faim, à commencer par ce qui se passe dans mon propre journal. Moi, je trouve que le niveau de l'écriture a notamment flanché. Je n'ai plus le temps, ou du moins l'énergie,
à l'observateur pour tout contrôler, mais souvent j'évite même de lire parce que je vais tomber encore sur des choses, des erreurs, des fautes de syntaxe et autres sur lesquelles on a fait des ardoises même accrochées dans la salle de rédaction, mais ça continue de venir comme pallier à, en lieu et place de parer à, etc., etc. Ou bien vous n'êtes pas censé, on va écrire le censé là avec S-E-N-S, alors que c'est avec C. Bon, tout ça, je trouve que justement les facilités auxquelles nous donnent droit les nouvelles technologies de l'information là, nous déconcentrent. J'ai l'impression que nous, quand nous faisions le journal là, avec le normographe, nous étions beaucoup plus appliqués. Il y avait moins de fautes dans les titrailles qu'aujourd'hui, où il suffit simplement d'appeler, on fait du couper-coller, et on ne fait même pas attention à ce qu'on écrit. Alors, donc, sur ce plan-là, il y a quand même une certaine régression. Mais, par ailleurs, on n'a même plus besoin d'avoir des archives personnelles. Il suffit simplement de savoir chercher sur le net et vous avez tellement d'informations sur un sujet donné qu'on ne sait même plus exactement quoi prendre et quoi laisser. Ok, venons à présent à l'actualité. Actualité marquée cette semaine par la révocation de 10 agents de la garde de sécurité pénitentiaire et l'interdiction du syndicat des GSP. Déjà, comment vous appréciez cette décision? Ces 10 GSP ont été donc révoqués pour avoir donc, pour s'être rendus coupables, en tout cas d'actes considérés comme graves. Certains sont allés désarmer les gardes chez le ministre de la Justice. Ah, là, j'avoue que ce serait faire de la démagogie que de leur donner raison. Ce n'est pas possible, surtout pour des gens qui sont formés et formatés pour obéir et qui savent ce que ça veut dire désarmer un collègue ou en tout cas un préposé au maintien de l'ordre, ce que ça veut dire le désarmer. Sur ce plan-là, c'est difficile à comprendre. Et des gens, surtout eux qui ont été formés au maintien de l'ordre et qui doivent veiller à l'application des peines auxquelles les citoyens ont été condamnés, on est quand même un peu perplexe et on se demande vraiment quelle mouche a pu les piquer pour aller désarmer ces gens. Même s'ils ne voulaient pas gréver, s'ils ne veulent pas gréver, bon, le droit de ne pas vouloir gréver aussi, ça fait partie du droit de gréver. Donc, il serait vraiment difficile de leur trouver des avocats. Bon, il y en a qui disent, ah ben voyez, on avait déjà des radiers sur les bras comme les militaires, les policiers, on n'en a pas fini, il y a l'insécurité. Est-ce qu'on ne va pas ajouter encore... Est-ce que l'État a pris la bonne décision? Ça, vraiment, l'acte qu'ils ont posé là, on m'a dit qu'ils n'ont pas je ne connais pas bien leur syndicat, mais on a dit qu'ils n'ont pas le droit de grève. Bon, qu'ils outrepassent ça, bon, on peut encore discuter. Mais les voies de fait là c'est difficile à comprendre. Maintenant, bon, est-ce qu'il y avait vraiment des circonstances? Non, je ne parle pas de circonstances. Est-ce qu'il y avait vraiment une alternative? Eux, ils savent ce que c'est que le respect de la loi et le respect du droit. Si c'est encore l'homme de la rue ou des étudiants ou même des fonctionnaires comme ça qui rudoient, bon, mais ceux qui sont chargés qui sont vraiment le bras séculier de l'État, c'est parce que c'est grâce à eux que CERSES, la violence légitime de l'État. Il n'y a pas d'État sans violence. C'est ça. Mais il faut que cette violence-là soit légitime. Mais ceux qui sont là pour servir de bras séculiers pour l'application de la violence légitime de l'État, si eux-mêmes se rebellent contre eux-mêmes, ils se rebellent contre l'État.
Ça, c'est difficile à comprendre. Alors, cette semaine également, actualité marquée par la hausse du prix du carburant, 75 francs de plus sur l'essence et le gasoil. Alors, juste après donc, cette décision, l'opposition, tout comme la CCVC, dénonce donc cette décision du gouvernement. L'opposition y voyant donc, en tout cas, une volonté du gouvernement de ponctionner, je prends leur terme, de ponctionner le pouvoir d'achat des plus pauvres pour combler comment dirais, la mauvaise gestion, entre griffes, au niveau donc, de l'État. Comment déjà vous appréciez toute cette guéguerre autour de cette hausse du prix du carburant? Ce qui est sûr, chacun est dans son rôle. C'est tout à fait normal que les syndicats, les associations de consommateurs, la coalition contre la vie chère, etc., c'est tout à fait normal. Ils ne peuvent pas rester sous peine vraiment de perdre totalement tout crédit auprès de l'opinion. Ils ne peuvent pas ne pas réagir. Et je vois même qu'ils entreprennent une grève qui est annoncée pour le 29. Et une action qui est annoncée pour le 29. C'est tout à fait normal et c'est dans leur droit et dans leur vocation. Mais à titre personnel, est-ce que vous êtes convaincu par les arguments avancés par le gouvernement pour cette hausse? Bon, je lui accorde quand même le bénéfice de la bonne foi parce que je me dis que le gouvernement sait bien qu'il ne peut pas procéder à cette augmentation-là sans que les gens réagissent, même en France. Et actuellement, là, peut-être au moment où nous sommes en train de parler, les gilets jaunes. Si vous prenez cela, c'est qu'effectivement, ça doit être c'est parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Et j'accorde ce bénéfice de la bonne foi là au gouvernement parce que je me dis que s'ils prennent ça tout en sachant que ça ne peut pas ne pas faire des vagues, c'est que vraiment, ils y sont contraints. Mais de toute façon, si on fait aussi autre chose, qu'est-ce à dire? On continue de subventionner. Et si on continue de subventionner, nous allons payer cela aussi d'une autre manière. Parce que ce n'est pas l'argent qui sort pour la subvention là, est tiré du budget, c'est-à-dire de nos deniers publics. Ce n'est pas de la poche du président ou de ses ministres. Donc, nous allons le payer d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas craindre justement donc, le retour de ces grèves-là et puis peut-être, en tout cas, une agitation qui risque de gagner le front social? Il y a un risque. Mais je pense que ce que le gouvernement doit faire, c'est quand même imaginer des mesures de compensation, des mesures d'accompagnement. Bon, je ne sais pas lesquelles, mais s'ils libèrent leur génie créateur, on devrait pouvoir... Je crois qu'il faut favoriser le développement des transports en commun, de manière à ce que, si c'est vraiment plus fluide, les bus sont là, confortables, ponctuels, etc., etc., il y a beaucoup de gens qui préféreront utiliser ces bus-là le jour de travail ou bien pour leurs enfants qui vont à l'école ou à l'université, plutôt que de leur donner des mobylettes qui non seulement consomment de l'essence, mais sont aussi source d'accidents souvent mortels. La circulation. Alors, mais il faut aussi qu'ils voient, ils contrôlent les commerçants, les prix, que les gens ne profitent pas, ne prennent pas prétexte de cette augmentation-là pour faire maintenant du n'importe quoi en matière de prix. Alors le procès du putsch également qui se poursuit avec, en tout cas à la barre actuellement, le colonel-major Bouré Makéré. C'est le premier, mais après lui certainement, donc ce sont les généraux qui vont passer à la barre. C'est devenu pratiquement un feuilleton depuis de longs mois que l'on suit. Vous, quand vous écoutez les propos des uns et des autres à la barre, est-ce qu'aujourd'hui, on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé? Peut-être pas totalement, mais on n'avait pas tort de présenter le major Kéré là comme une des boîtes noires, dont le contenu pourrait être vraiment édifiant. À l'écouter, si ce qu'il dit est en tout cas vrai, ça veut dire que dès les 30-31, le verre était déjà dans le fruit en ce qui concerne le RSP. Ce qui s'est passé le 16 septembre là était déjà dans les prémices
de la prise du pouvoir. Vous parlez du fait que le lieutenant-colonel Isaac Zida, qui est allé à la place de la Nation, annoncer que vraiment l'armée allait prendre ses responsabilités et qui, dès séance tenante, en quelque sorte, assumé et s'est plus ou moins autoproclamé chef de l'État, alors qu'en fait, à entendre le major Kieré, lui, il avait été envoyé, non pas pour aller à la place de la Nation, mais pour aller, je crois, à l'état-major où se réunissait le cadre de réflexion et d'aide à la décision, qui réunissait tous les chefs de corps et autres. Lui n'est pas allé là-bas, il est allé à la place de la Nation parce que le colonel Kieré lui avait déjà fait voir la lettre de démission du président Blaise Compaoré. Donc, lui, il savait, c'était un délit, il a bénéficié d'un délit d'initié. Il est arrivé là-bas, il n'y avait plus rien à craindre, puisque Blaise, il savait qu'il était partant. Oui, en tout cas, c'est l'avis du colonel Kieré. C'est l'avis du colonel-major Kieré à la barre. Voilà, aujourd'hui également, on a vu cette semaine cette question de justice transitionnelle, notamment donc le président actuel, en tout cas du CDP, qui a estimé sur une radio internationale que la justice transitionnelle, en tout cas, allait être la meilleure option pour la réconciliation. Est-ce que vous êtes de cet avis-là aujourd'hui au Burkina Faso? Bon, je ne connais pas les tenants et aboutissants de la justice transitionnelle. Je sais qu'elle a réussi ailleurs, il n'y a pas de raison qu'elle ne réussisse pas ici. Mais tous les dossiers, selon moi, ne sont pas passibles, ne méritent pas de ce traitement-là. Je pense qu'il y a des dossiers qui méritent d'être traités devant les tribunaux classiques. Moi, je pense par exemple à l'affaire Norbert Zongo. Bon, ça, il s'agit d'un crime, pas contre un journaliste et pour sa pratique professionnelle. C'est-à-dire que là, même si les parents, par extraordinaire, les parents de Norbert Zongo disent non, nous ne sommes pas partie civile, nous voulons qu'on arrange les choses. Il faut que le droit s'applique. Il faut que le droit s'applique parce qu'il y a eu mort d'homme. Et à partir du moment où il y a eu mort d'homme, il n'était pas détenteur d'un pouvoir. On ne peut pas dire que c'est une lutte entre plusieurs fractions dans un gouvernement ou dans un système donné. Bon, le monsieur, c'était un journaliste. Et certains estiment également qu'au nom de la réconciliation nationale, il va falloir tout faire pour le retour du président Blaise Compaoré. On a vu des voix qui s'élèvent également pour réclamer son retour. Est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel, cela c'est quelque chose de nécessaire pour le retour à la réconciliation? Je pense que de toutes les façons, nous ne pouvons pas. Tout le monde parle de réconciliation nationale. On ne peut pas faire de réconciliation nationale si la moitié du Burkina est exilée. Quand on dit la moitié, en tout cas, quand il y a de grands exilés qui sont dehors, si vous ne les avez pas avec vous, on ne peut pas parler de réconciliation nationale. Ils veulent quand même revenir à la maison. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que l'exil. Au bout de quel que soit l'or dont vous disposez dehors, il y a le mal du pays. Il y a des moments, on a vu en son temps Joseph Bokassa, qu'on avait mis dans des châteaux pour l'empêcher de rentrer. À un moment donné, il s'est échappé pour rentrer tellement l'appel du pays était intenable. Donc, mais de l'autre côté aussi, on dit que quand même dans ces conditions, il faut d'abord que la justice se fasse. Bon, c'est pourquoi je dis, c'est quelle justice? On entre dans la justice transitionnelle ou bien la justice classique. C'est sûr que dans le cadre de la justice transitionnelle, on parle, si Blaise doit être soumis à cette forme de justice-là, il ne sera pas seul. Et ceux qui ont travaillé avec lui, qui l'ont accompagné pendant 25, 26 ans, même qui l'ont quitté la veille de son départ, ils seront là aussi, parce qu'ils diront, je n'étais pas seul. Et c'est finalement, on va se parler franchement, les yeux dans les yeux, et puis on dit, ok, finalement, tout le monde n'a pas totalement raison, tout le monde n'a pas totalement tort non plus. Et c'est comme ça qu'on peut se réconcilier. On va aller donc sur l'actualité
hors du Burkina Faso, à commencer par la République démocratique du Congo, avec un accord qui a été scellé à Genève le 11 novembre dernier entre les 7 poids lourds de l'opposition pour se choisir donc un candidat unique en la personne de Martin Fayoulou. Le 12 novembre, coup de théâtre, Félix Tshisekedi de l'UDPS et Vital Kamerhe de l'UNC se dédisent. Déjà, comment vous avez vécu donc cette volte-face-là en l'espace de 48 heures? Disons qu'on s'est réjoui trop tôt parce que, bon, on s'est dit, quand on a entendu qu'ils se sont entendus pour aller supporter un des leurs, on s'est dit, ben voilà, une jurisprudence qui va inspirer pas mal d'opposition, pas mal d'opposants dans nos pays. Malheureusement, on a eu à peine le temps de dormir et de se réveiller et l'accord était déjà dénoncé. Bon, j'ai l'impression que finalement, c'était une espèce, un marché de dupes. Tout de suite, les égos se sont mis de la partie et je crois que chacun calculait, surtout les poids lourds là, en se disant, c'est probablement moi. Le Tshisekedi, Kamerhe, bon, c'est eux vraiment qui ont peut-être un certain bagage, effectivement, présidentiel, en dehors des Bemba et de Katumbi, qui ont été disqualifiés. Bon, les autres là, bon, ça va être peut-être... Mais le plus grave dans tout ça, c'est que ces deux qui se sont retirés avaient apposé leur signature au bas d'un pacte qui faisait donc en sorte que celui qui se dédisait quittait la scène politique, était discrédité, voilà, ou alors était soumis à l'opprobre public. Est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de respecter ce pacte-là? Non, ils ne peuvent même pas, dans la mesure où ils ont appelé à leur secours la base. Ils ont dit que c'est leurs partisans qui ont révoqué, qui les ont obligés, contraints à révoquer l'accord. Donc, ils ont beau jeu. Je crois qu'ils ont été pris à leur propre piège. Ils ont été pris à leur propre piège. Je pense que... Est-ce qu'ils n'ont pas perdu vraiment de la crédibilité? Et puis... Bon, aux yeux de l'extérieur. Mais je ne suis pas sûr qu'à l'intérieur... parce qu'ils avaient vraiment des partisans qui disaient non. En tout cas, même si vous vous signez, nous ne reporterons pas nos voix automatiquement sur celui-là. Actualité internationale marquée également par la conférence de Palerme sur la paix en Libye. Alors, la Libye qui est plongée depuis, en tout cas, la mort du président Kadhafi dans une nuit, on a l'impression sans fin, des hommes politiques divisés, des groupes armés, donc une multitude de groupes armés. Une rencontre boycottée par les poids lourds, notamment le maréchal Haftar, qui se considère comme étant le patron de l'autoproclamée armée nationale libyenne. Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment qu'on verra un jour la fin dans cette crise libyenne? J'avoue, malgré ma position de journaliste, donc censé suivre toutes ces questions-là de près, que je ne m'y retrouve plus. On ne sait plus exactement qui est qui tire contre qui. Est-ce que c'est les vieux démons qui sont revenus? Parce que nous savons tous que la Libye a tout, de par le passé, c'était finalement l'idée de nation et d'État était encore vraiment... On a la Cyrénaïque, il y avait la Cyrénaïque à l'est, il y avait la Tripolitaine à l'ouest, le Faisan, etc., etc. Bon, Kadhafi, quand même, avait réussi à fédérer tout ça, avec évidemment tous les travers qu'on lui reconnaît, mais au moins reconnaissons-lui d'avoir créé un semblant d'État et d'avoir réussi à pacifier toute cette zone-là. On l'a enlevé dans les conditions qu'on sait, mais on ne s'est pas préoccupé de ce que le pays advenait, les arsenaux d'armes, de munitions et autres qui étaient là. Chacun est parti avec. Et justement, les spécialistes estiment que c'est le foyer de toute cette crise qui touche aujourd'hui la bande sahélienne jusqu'au Burkina Faso et que pour résoudre ces problèmes, il faut éteindre le foyer d'abord. Mais qui va l'éteindre? C'est ça le problème. Faut-il encore solliciter les Occidentaux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, je suis d'accord avec vous, que ça, c'est l'arrière-base de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. On va s'arrêter là, en tout cas pour ce soir. Merci encore, M. Ouédraogo, d'avoir répondu à notre invitation.
Voilà, mesdames et messieurs, sur la brèche ce soir, c'est fini. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro.